Bonjour, bienvenue dans la série sur les étoiles. Nous allons parler de certaines conséquences de la relativité. Alors, nous en verrons assez peu, nous n'avons pas besoin de tous les détails. Un point qui est important, c'est que souvent dans les calculs, on voit apparaître un facteur gamma. Alors ce facteur gamma vaut 1 pour des petites vitesses, donc le facteur gamma dépend de la vitesse. Il vaut environ 1 pour des petites vitesses, à notre échelle, et lorsque la vitesse approche de la vitesse de la lumière, le facteur gamma diverge. Il n'est notable que pour des vitesses assez grandes. Un psi pour 100 000 km par seconde, c'est-à-dire un tiers de la vitesse de la lumière, il ne vaut que 1,06. Graphiquement, on peut tracer, en fonction de la vitesse, C étant la vitesse de la lumière, on peut tracer la valeur du facteur gamma. Il vaut 1 pour de petites vitesses, et croît assez lentement avant de diverger en arrivant à la vitesse de la lumière. L'effet du facteur gamma n'intervient donc que pour des très très grandes vitesses proches de la vitesse de la lumière. Pour un événement donné, le fameux P dans notre graphique précédent, dans notre schéma précédent, en général, le temps mesuré par les deux observateurs est différent. T est différent de T'. On parle par exemple de dilatation du temps. C'est-à-dire que si A mesure l'horloge portée par B qui est en mouvement, il va constater que l'horloge de B va moins vite. C'est la dilatation du temps. Notons que l'effet est réciproque. B, lui, voit A s'éloigner de lui, et lui aussi constate que l'horloge de A va plus lentement. Il y a aussi dilatation du temps. L'équivalence des repères fait qu'il ne peut pas en être autrement. C'est suffisant ici pour ce stade. Un point important est la relation entre la masse et l'énergie. La relativité permet de montrer que l'on doit avoir, pour un corps de masse m, on doit avoir une énergie totale du corps qui est E égale mc carré. C'est une formule célèbre s'il en est. Sans doute la formule la plus célèbre de la relativité et que tout le monde a déjà vue, au moins une fois. Elle est souvent même utilisée comme logo ou comme slogan. Cette relation est valable pour un corps qui est au repos, immobile, dans un référentiel donné. En mouvement, il faut rajouter le facteur gamma correspondant à la vitesse. Ceci montre que pour un objet qui se déplace, plus il va vite, plus son énergie augmente. Et d'ailleurs, pour de petites valeurs de la vitesse, on peut calculer la différence entre mc carré gamma et mc carré, la valeur au repos, et la différence est 1,5 mv carré, c'est l'énergie cinétique habituelle en physique classique, pour de petites vitesses. Pour de grandes vitesses, lorsque l'objet approche de la vitesse de la lumière, son énergie croît et diverge. Ceci, d'ailleurs, entre parenthèses, donne une raison physique pour laquelle on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière, parce qu'il faudrait communiquer une énergie infinie, rien que pour atteindre la vitesse de la lumière. Un exemple peut être donné par les électrons. Les électrons, au repos, en fonction de leur masse, ont une énergie de 512 000 électronvolts. 512 000, à comparer à l'énergie qu'il faut pour arracher un électron d'un atome d'hydrogène, qui est de 13,6 électronvolts. Donc 512 000 est une valeur très élevée. Un autre élément important, c'est l'antimatière. L'antimatière, c'est pas quelque chose de spécial, c'est la même chose que la matière, si ce n'est que les charges portées par les objets, par exemple les charges électriques, sont inversées, donc opposées. Ainsi, le positron, ou anti-électron, est exactement comme un électron, même spin, même masse, mais sa charge électrique est positive, contrairement à celle d'un électron. Une des particularités de l'antimatière, c'est que lorsque l'antimatière et la matière se rencontrent, ils ont tendance à s'annihiler. Ainsi, un positron et un électron peuvent s'annihiler en donnant non pas rien, mais deux photons dans le domaine gamma, et l'énergie de chacun de ces photons est de 512 000 électronvolts. Ils emportent l'énergie
E égale mc2 de nos deux particules. Voilà, ça suffira pour la relativité restreinte. On a vu les bases, quelques conséquences, et c'est suffisant. L'important étant que la relativité restreinte est la base de la relativité générale. Alors la relativité générale, c'est une généralisation à tous les repères des postulats que nous avons vus. Nous avons dit que la relativité restreinte disait que les repères inertiels sont équivalents, mais on exclut là les repères accélérés. En relativité générale, on étend ce principe, il n'y a pas de raison, puisque ce sont toujours des choix arbitraires, on étend ce principe à tous les repères. Petite cerise sur le gâteau, la relativité générale inclut la gravitation. C'est une théorie très difficile. Quand on donne une présentation, par exemple dans la série sur la relativité, on utilise des outils mathématiques assez pointus, comme le calcul tensoriel. Et donc, c'est une théorie fort difficile, et donc nous n'en verrons que les bases et quelques principes. En relativité générale, en tout point, on dit qu'il existe un repère inertiel qui correspond en fait à le repère de chute libre. Un objet qui tombe, qui est en chute libre, ne subit pas d'autre force que la gravitation. C'est pour ça que la chute est libre. Donc éventuellement dans le vide, parce que dans l'air, il y a des frottements qui exercent une force de traînée. Donc un objet en chute libre ne subit aucune force autre que la gravitation. Et un objet qui ne subit aucune force est inertiel. Et donc, en tout point, on peut utiliser ce repère inertiel pour, au moins localement, aux alentours, au voisinage de ce point, on peut l'utiliser pour décrire la relativité restreinte, et la relativité restreinte s'y applique. C'est un repère inertiel. On peut démontrer qu'avec la gravitation, on ne peut pas le faire globalement. Alors, je ne ferai pas la démonstration ici, elle n'est pas très compliquée d'ailleurs. Hein. Une petite expérience de pensée permet de le faire. On montre qu'on ne peut pas étendre ce repère de manière globale à tout l'espace et le temps. On doit raisonner localement. En fait, en relativité restreinte, la géométrie qui décrit l'espace-temps, l'espace plus le temps, s'appelle géométrie de Minkowski. Elle ressemble à celle d'Euclide, à quelques différences importantes près, mais en géométrie de Minkowski, une droite est une droite, tout comme en géométrie habituelle qu'on a appris à l'école, la géométrie d'Euclide. Mais ici, l'espace-temps est courbe. Alors qu'est-ce que ça signifie un espace-temps qui est courbe? Eh bien, prenons un espace à deux dimensions, une feuille. Une feuille de papier peut être courbe, pliée, distordue. Donc, une surface à deux dimensions, un espace à deux dimensions peut être distordu, plié, avec une courbure en chaque point. Ici, l'espace-temps est à 4 dimensions. Il y a les 3 dimensions spatiales plus le temps. C'est évidemment beaucoup plus difficile à visualiser. Comment visualiser un espace-temps à 4 dimensions? Déjà, un simple objet, même sans courbure, à 4 dimensions, c'est pas facile. Par exemple, on peut visualiser assez facilement ce qu'on appelle le tesseract. Alors le tesseract est un cube à 4 dimensions au lieu de 3. Il y en a un exemple au Palais de la Découverte. Si vous avez visité le Palais de la Découverte, vous avez dû voir ce tesseract. En fait, ce n'est pas le tesseract lui-même que l'on voit. C'est une projection à 3 dimensions du tesseract à 4 dimensions. Un peu comme une carte du globe est une projection de la sphère terrestre. Et donc, ici, on a des objets à 4 dimensions, mais en plus, tout est déformé, tout est courbe. Une manière simple de se l'imaginer, c'est d'imaginer qu'on a un espace à 4 dimensions, les 3 directions spatiales plus le temps, et que tout ça, c'est un peu comme de la pâte à modeler qui peut être déformée. Dans de telles circonstances, bien sûr, les droites
ne sont plus des droites. Tout tourne, tout est courbe. En chaque point, on peut prendre ce qu'on appelle l'espace tangent. Alors, pour donner deux exemples, sur Terre, la Terre est courbe, c'est une sphère, mais quand vous êtes au sol, vous êtes minuscule, vous, par rapport à la Terre, et vous avez l'impression que le sol est plat, ou peut l'être, bien sûr, il peut y avoir des vallées, des montagnes, mais on peut avoir un espace plat, alors qu'en fait la Terre est courbe. Quand vous êtes sur l'eau, sans vague, par l'eau calme, l'eau paraît plate, alors que la Terre est courbe. Donc localement, les choses peuvent apparaître plates, sans courbure. La notion de tangente, elle est connue. Vous prenez un cercle, et la tangente en ce point, c'est une droite. C'est-à-dire l'expression que localement, c'est pratiquement plat, et ça se prolonge comme une droite. Cet espace tangent, c'est la même chose pour l'espace-temps courbe à 4 dimensions. Et cet espace-temps tangent est l'espace-temps de Minkowski. Ce qui permet de faire le lien entre relativité générale et relativité restreinte. Plus physiquement, le principe d'équivalence dit que la masse inerte, celle qui fait qu'un corps résiste au mouvement, est identique à la masse gravitationnelle, le poids. Ce constat avait déjà été fait par Galilée, avec sa fameuse expérience, peut-être imaginaire d'ailleurs, qu'il aurait fait avec un boulet creux et un boulet plein, qu'il aurait fait tomber de la tour de Pise et qui serait arrivé au sol en même temps. Parce que leur masse inerte et leur masse pesante étant identiques, tous les corps doivent tomber avec la même accélération de pesanteur. On sait par contre que ce qu'il a fait, c'est des expériences avec des chariots sur des plans inclinés. Ce qui revient au même, mais c'est moins folklorique. Ce principe d'équivalence a été posé comme un principe de base par Einstein. Si vous êtes dans un ascenseur et que cet ascenseur se décroche, malheureusement, l'ascenseur va alors tomber en chute libre, du moins jusqu'à ce qu'il soit freiné par les patins et par les ressorts en bas. Et dans cet ascenseur, tout tombe avec la même accélération et donc la même vitesse. L'ascenseur tombe, vous tombez, les objets qui sont avec vous tombent, tout tombe à la même vitesse. Le résultat est que pendant cette chute, vous êtes en apesanteur. Vous allez flotter dans l'ascenseur, les objets vont flotter. Si vous renversez un verre d'eau, l'eau va se former en boule, une boule d'eau qui va flotter, comme on le voit dans des films sur l'espace. C'est même utilisé en pratique, alors pas avec un ascenseur, on utilise un avion. Un Boeing, qui est spécialement équipé, renforcé pour faire ce type d'expérience. Tout l'intérieur est vidé, donc on enlève tous les sièges, les cabines, tout, donc on a un grand espace vide à l'intérieur. L'avion décolle et monte vers le haut à plein tube, puis à un moment donné, il coupe ses moteurs. Il décrit alors une parabole avant de rallumer ses moteurs pour freiner au maximum avant d'aller s'écraser, bien entendu. C'est à cause de ces accélérations violentes que l'avion doit être renforcé. Pendant toute cette parabole, l'avion est en fait en chute libre. Il ne peut plus pousser les réacteurs, les frottements de l'air sont négligeables, et à l'intérieur de l'avion, dans la cabine, on est en apesanteur. Et cela permet de mener diverses expériences ou entraînements. Les astronautes font un passage obligé par ce genre d'expérience. Ils passent dans l'avion de façon à savoir qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on ressent quand on est en apesanteur et que l'on flotte dans l'air. Cela permet aussi de faire des films. Par exemple, ce type d'avion a été utilisé pour les scènes d'Apollo 13. C'est donc quelque chose d'assez commun. Einstein a montré
avec ce genre de raisonnement, que cela impliquait que la gravité est identique à une accélération. La gravitation et les repères accélérés, c'est kiff-kiff bourricot. Du moins, localement. On ne peut pas l'étendre globalement. Mais dans un petit endroit, un petit voisinage, la gravité et les accélérations ne peuvent pas être distinguées. Ce qui permet une description de la gravitation. Et même une description géométrique, en fait. Puisque on parle de vitesse, d'accélération, et donc d'espace-temps, et on peut donc décrire tout ça avec la géométrie de l'espace-temps. Et localement, on est en apesanteur, on est inertiel, et donc on retombe sur le fait que localement, on peut utiliser la relativité restreinte, etc. Et alors, une fois qu'on a la relation géométrique locale, on peut alors aller de proche en proche et construire ainsi toute la géométrie de l'espace-temps, qui n'est pas Minkowski. En fait, on appelle ça une variété courbe et décrite par les géométries de Riemann. Alors, on peut montrer aussi, pas très difficilement, que la trajectoire d'un corps qui est en chute libre, toute trajectoire en chute libre, un corps qui tombe dans l'avion, dans l'ascenseur, et même la Lune, qui tourne autour de la Terre, à part la gravitation, aucune force n'agit sur la Lune, elle est en chute libre, à part qu'elle tourne, bien sûr, ce qui lui évite de s'écraser sur le sol, heureusement pour nous. Et on peut montrer que toute trajectoire en chute libre est une géodésique de l'espace-temps. Alors qu'est-ce que c'est qu'une géodésique? Une géodésique, c'est le chemin le plus court. Quand vous avez une carte d'état-major qui représente une région avec des collines, des montagnes, des vallées, vous avez les courbes de niveau. Vous avez certainement déjà vu sur certaines cartes. Et parfois même les lignes perpendiculaires. Eh bien, toutes ces lignes sont des géodésiques. Et l'étude de la forme du globe s'appelle la géodésie. Prenons d'ailleurs un exemple avec la sphère. Si vous avez une sphère, un ballon, alors les géodésiques sur une sphère, les géodésiques de cette surface sphérique sont ce qu'on appelle les grands cercles. Un exemple, ce sont les équateurs. C'est l'équateur qui est un grand cercle. Les méridiens qui font les tours par les pôles sont aussi des grands cercles. Un contre-exemple, ce sont les lignes de latitude, à part l'équateur. Parce que, par exemple, une ligne de latitude près du pôle, c'est une toute petite courbe, c'est certainement pas un grand cercle. Les géodésiques sont la généralisation du concept de le plus droit possible. Prenons un exemple. Vous êtes sur Terre, vous êtes petit par rapport à la Terre, localement ça a l'air plat. Vous construisez alors une ligne de chemin de fer bien droite. Et vous la prolongez. Alors bien sûr, elle est à la surface de la Terre. Et la Terre est une sphère, elle est courbe. Donc, insensiblement, la ligne de chemin de fer va devoir faire le tour aussi. Et elle va faire le tour complet de la Terre, si vous construisez une ligne de chemin de fer de 40 000 km de long. Et cette ligne de chemin de fer qui semble toute droite, fait en fait le tour par un grand cercle. Revenons-en à la courbure. Comment imaginer, comment penser, comment quantifier la courbure de l'espace-temps? Alors nous, êtres humains, qui visualisons des objets courbes, on a tendance à imaginer des objets courbes comme plongés dans un espace plus grand. Par exemple, on va imaginer la sphère, le ballon, ou un cylindre, et on imagine ça plongé dans l'espace ordinaire. On visualise ce ballon comme étant dans l'espace ordinaire qui a 3 dimensions sans courbure. Et on voit un objet de dimension plus petite, une feuille,
la surface d'un cylindre, qui est à 2 dimensions aussi, la surface d'une sphère qui est à 2 dimensions, et on visualise ça plongé dans un espace à 3 dimensions. Malheureusement, c'est trompeur, parce que ce n'est pas cette courbure-là, la courbure du cylindre, la courbure de la sphère, ce n'est pas cette courbure-là qui intervient. C'est les propriétés, ces objets courbés dans un espace plus grand s'appelle courbure extrinsèque. Alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est la courbure intrinsèque, la courbure propre à ces objets, indépendamment du fait qu'on les plongerait ou pas dans un espace plus grand. Alors, quelle est la différence? Prenons une ligne graduée. Une ligne graduée, on va dire tous les 5 cm par exemple. Et puis, vous tordez cette ligne. Vous la pliez. Elle est toujours graduée, bien entendu. Vous la tordez, mais sans l'étirer, hein? Pas comme un élastique. Par exemple, comme un fil de fer. Dans ce cas, le long de la courbe, les distances entre les graduations sont inchangées, puisque vous n'avez pas étiré le fil. Et une fourmi minuscule, vraiment une toute petite fourmi, qui se baladerait dessus, serait trop petite pour voir que le fil a été courbé, et elle ne se rendrait même pas compte qu'il y a une courbure. Tout ce qu'elle verrait, elle, c'est une ligne graduée. L'objet a une courbure extrinsèque, nous l'avons pliée dans l'espace ordinaire, mais elle n'a pas de modification interne. Les distances entre les graduations sont inchangées. Elle n'a pas de courbure intrinsèque. Alors, comment visualiser la courbure intrinsèque? Eh bien, un moyen de faire, c'est d'utiliser les propriétés de la géométrie. Parce que ce qu'on parle là, c'est bien de la géométrie des variétés, comme les sphères, les cylindres, etc., ou des espaces à plusieurs dimensions. La géométrie, nous l'avons vu à l'école. Par exemple, si on trace un triangle, alors la somme des 3 angles sommet fait 180 degrés. Toujours 180 degrés. J'espère que vous vous souvenez de ces petits cours de géométrie de l'école primaire, d'ailleurs. Maintenant, traçons un triangle comme celui-là à la surface d'une sphère. Nous avons notre sphère et on va tracer un triangle. En fait, bien entendu, il n'y a pas de droite sur la surface de la sphère. Mais nous allons utiliser ce qui en est la généralisation la meilleure, à savoir les géodésiques, donc les grands cercles. Donc utilisons une portion d'équateur pour faire un quart du cylindre, une portion de méridien jusqu'au pôle et l'autre méridien pour rejoindre le point d'origine, ce qui donne ce qu'on appelle un triangle sphérique. Il est alors clair, puisqu'on a pris un méridien et l'équateur, que l'angle fait 90 degrés. Les angles font 90 degrés aux trois coins du triangle. Et donc la somme des trois est de 270 degrés, et non plus 180. C'est ce qu'on appelle la géométrie sphérique, la géométrie d'un espace sphérique. Et la différence entre les 180 et le 270 est appelée excès sphérique. Alors ici, c'est relativement facile dans la mesure où la sphère a la même courbure partout. Elle est bien homogène, bien isotrope. Mais on peut prendre des triangles plus petits, tenir compte de la taille du triangle, et on peut ainsi définir un effet en chaque point. Et cela permet de définir la courbure sphérique en ce point. Notons qu'il y a d'autres cas. Par exemple, si vous prenez une selle de cheval, qui est comme ça d'un côté, comme ça de l'autre, dans le creux, si vous dessinez un triangle en suivant les géodésiques, qui sont, j'ai oublié de le préciser, c'est pas le plus important, les géodésiques sont aussi les chemins les plus courts entre deux points. Donc vous pouvez facilement trouver les géodésiques sur n'importe quelle surface en utilisant ce principe. Si vous tracez le triangle dans le creux de la selle de cheval, vous constaterez que la somme des sommets, des angles,
fait moins que 180 degrés. On parle là de géométrie hyperbolique. Si vous prenez un cylindre et que vous tracez un triangle à sa surface, vous aurez la surprise que la somme des angles fait 180 degrés. Voilà qui est surprenant. En fait, le cylindre n'a pas de courbure intrinsèque. Si vous fendez le cylindre, vous pourrez dérouler la surface du cylindre sans le déformer ou le déchirer. Et une fois à plat, il est clair que c'est un triangle classique sur une surface plane. La géométrie du cylindre a donc une courbure extrinsèque, mais pas de courbure intrinsèque. La sphère a une courbure intrinsèque. Et donc, ce qui importe en relativité générale, c'est la géométrie de l'espace et du temps, et c'est donc la courbure intrinsèque qui est importante. Et c'est dommage, d'un point de vue vulgarisation, c'est dommage parce que c'est la plus difficile à visualiser. Mais j'espère vous avoir bien fait comprendre les différences et ces notions. Évidemment, à 4 dimensions, c'est plus difficile. Ici, on parle de surface à 2 dimensions. Largeur et longueur d'une feuille, latitude et longitude, toujours 2 dimensions. Et l'espace-temps, lui, il en fait 4. Déjà difficile à 3 dimensions de représenter une courbure à 3 dimensions, à 4, c'est encore pire. La courbure, là, est représentée par un objet mathématique, alors je peux vous donner son nom, c'est le tenseur de Riemann-Christoffel. Vous pouvez le voir comme un tableau avec tous des nombres, et ce tableau a 256 valeurs. Oui, 256. Mais toutes ne sont pas indépendantes, il y a des symétries. Et il reste 20 composantes indépendantes. Donc c'est pas facile. Il y a 20 nombres pour décrire la courbure en chaque point. Ici, au moins, c'était facile. On a l'excès sphérique. Point. Malheureusement, à 4 dimensions, il faut 20 valeurs. C'est plus compliqué. On peut déterminer des tenseurs de courbure plus simples à partir de celui de Riemann. Un tenseur de courbure plus simple, moins complet, bien entendu. Il y a le tenseur de Ricci, qui est très important en physique, en relativité générale, et aussi le tenseur de courbure scalaire, qui ne représente plus qu'un seul nombre, et qui est l'équivalent de notre excès sphérique, qui est tout à fait la même chose, à 4 dimensions. La courbure a des effets importants. Par exemple, les trajectoires de chute libre sont des géodésiques, et voilà pourquoi les objets dégringolent. Si vous prenez 2 géodésiques, à cause de la courbure, elles vont avoir tendance à s'écarter. C'est déjà le cas sur une sphère. 2 portions ici, on prend 2 grands cercles, 2 portions de droite qui sont presque parallèles vont forcément s'écarter. Et cet écartement est en fait l'équivalent des forces de marée. Donc on retrouve tous les effets de la gravitation à travers cette description, et c'est ça qui nous importe ici. La courbure, puisqu'elle implique les effets de la gravité, on sait que les effets de la gravité sont dus à la masse des corps. Et donc la géométrie de l'espace-temps, sa courbure en chaque point, est une fonction de la distribution de matière et d'énergie. Ce sont la masse des planètes, des soleils, qui va courber l'espace-temps et provoquer la gravité. Et cette relation entre courbure et distribution de matière et d'énergie s'appelle l'équation d'Einstein. Ce fut la grande réussite d'Einstein lorsqu'il publia sa théorie de la relativité générale. Ce fut une petite révolution en physique. On peut résoudre cette équation, du moins
à la main, on peut la résoudre dans un certain nombre de cas relativement simples. Par exemple, dans une solution à symétrie sphérique, où il n'y a aucune direction privilégiée, avec un objet central, on obtient ce qu'on appelle la solution de Schwarzschild ou métrique de Schwarzschild ou géométrie de Schwarzschild. Si en plus on a une rotation, on parle de géométrie de Kerr. Et si l'on prend par exemple un corps massif comme le Soleil, le champ gravitationnel du Soleil, c'est-à-dire l'espace-temps et sa courbure, obéissent grosso modo à ces géométries, essentiellement la géométrie de Kerr. Et même la géométrie de Schwarzschild est une bonne approximation. Quand Einstein a découvert la relativité générale, il a pu expliquer un phénomène qui était mal compris jusque-là. Mercure ne suivait pas une trajectoire correcte, d'après les lois de Newton. C'était le cas de tous les corps dans le système solaire. Tous obéissaient à aux lois de Newton. Ce n'était pas le cas de Mercure. Sa trajectoire, qui aurait dû être une ellipse, se décalait au fur et à mesure du temps. Alors, à cause de la perturbation des autres corps, essentiellement Vénus et la Terre, on calcule effectivement une telle déviation. Mais la déviation de cette trajectoire était trop importante, ce qu'on appelle la dérive du périhélie. Et des effets comme cela avaient déjà été découverts. On avait découvert que Uranus suivait aussi une trajectoire perturbée. Et Urbain Le Verrier avait calculé que cela pouvait être produit par un autre corps en orbite et qui fut découvert, c'était la planète Neptune. Donc ici, on a pensé la même chose. Au XIXe siècle, on a postulé l'existence d'une autre planète, plus proche du Soleil, qui aurait perturbé Mercure. On l'avait même appelé Vulcain. Mais le fait est qu'on n'a rien trouvé. Pas de planète Vulcain. Et donc on ne comprenait pas ce phénomène. Mais Einstein montra que dans la géométrie de Schwarzschild, on a un tel effet de déviation qui reproduit exactement ce qui est observé avec la planète Mercure. Un beau succès. Il a aussi prédit que la lumière devait être déviée par le Soleil. À cause de la courbure de l'espace-temps, la lumière ne suit pas une trajectoire droite. En fait, la théorie de Newton prédit cela. Tout corps est dévié par un objet massif. Une planète tourne autour du Soleil. Mais le calcul en relativité générale montrait que la déviation devait être le double de ce qui était calculé avec Newton. Les observations de Eddington et d'autres prouvèrent que la relativité générale était la bonne solution. Voilà, alors nous en savons assez pour la suite, pour au moins comprendre, ou essayer de comprendre les trous noirs, qui sont une application extrême de la relativité générale. Il y a toute une série d'effets de la relativité générale dont nous n'avons pas parlé, mais nous en parlerons en décrivant les effets, les propriétés des trous noirs. Et donc, dans la prochaine vidéo, nous allons nous attaquer au début, à savoir comment se forment les trous noirs. Je vous remercie.